Salut Marc, ça va? Salut Thomas, ça va? Ouais, c'est bon, on est enfin Ouais, installé. ouais, c'est bon, je suis installé. Juste avant l'épisode, on a passé 10 minutes à trouver la bonne luminosité pour, Voilà, pour la c'est vidéo. ça. C'est bon. Bah écoute, bienvenue à toi. Je crois que tu es le premier qui vient la deuxième fois sur le podcast. Donc, Ah, re-bienvenue. Tu t'es merci. passé dans l'épisode, je me rappelle plus, je crois 30, dans les 30, je crois. Donc ça commence à Ouais, dater, ça fait un an et demi, je crois. c'est un honneur. C'est un plaisir, comme d'hab. C'était un épisode les plus écoutés d'ailleurs, hein, que je vous invite à réécouter. Il s'appelait du RSA à l'indépendance financière. Donc on avait mis un petit titre aussi qui aguichait. Et ouais, la thématique aujourd'hui, ben, moi j'aimerais bien qu'on reparle qu'on parle vraiment, qu'on se focalise sur faire des économies pour investir. Voilà, en gros, Mmh. économiser massivement pour investir massivement. Et bah, je propose déjà que peut-être tu te représentes pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode ou qui ne te connaissent pas et que tu nous retraces rapidement un petit peu ton parcours. Ouais. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Marc Mazière, je suis le créateur du blog, Radin Malin, radinmalinblog.com et ça fait depuis 2015 que je fais ça, donc ça commence à faire, hein, ça fait, T'es 7 un ans et dinosaure demi. du web. Franchement, ouais, mais pourtant j'ai pas l'impression. Mais bon, bref, et donc j'ai créé ce blog parce que pour partager des astuces pour faire des économies et bien gérer son budget. Bon, c'est un thème qui m'a toujours intéressé. J'ai toujours eu des astuces pour faire des bons plans. Mes potes me disaient qu'il fallait que je fasse un bouquin, et puis je sais pas, après la fac, je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, tiens, vas-y, je vais lancer un site, un blog, quoi, et puis peut-être que je pourrais. Peut-être que je pourrais faire un article par semaine et voir ce que ça donne. Et bon, j'ai jamais arrêté, hein, je fais toujours un article par semaine. je, je vais glaner les idées à droite à gauche de mon quotidien, ou alors de ce qu'on me propose. Il y a toujours, de toute façon, c'est un sujet intarissable, hein, il y a toujours un truc à dire, il y a toujours un nouveau bon plan, un nouveau concept à tester. Voilà. Ok, donc ouais, ça, t'as commencé 2015 et donc avec le blog, donc aujourd'hui t'as envie, c'est ça? Oui, 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 au moyen de, tu sais, toutes sortes de partenariats. Souvent, si je parle d'une application, oui, c'est vrai que je parle pas mal d'applications. Quand je parle d'une application, c'est Mhm. que je la conseille. Parce que tu l'as Pourquoi? testé, j'imagine. Ouais, ouais. Non, mais je dis ça parce que je ne fais pas ou alors très peu d'articles où je dis du mal d'une application. Ça a pu m'arriver parce qu'il y a des applications qui sont avérées être bien, et ensuite ça a été des arnaques par la suite, auquel cas je reviens sur l'article et je dis attention, n'y allez pas, c'est une arnaque. Mais le problème, Mhm. c'est que si je dis un truc négatif, je m'expose à des soucis. Et d'ailleurs, c'est un problème qu'ont beaucoup de youtubeurs, de blogueurs. Du coup, je préfère fermer ma gueule, quoi. S'il y a un truc, tu vois, je vais pas faire un article pour démonter une application en particulier. Mhm. Ou alors à la limite, peut-être dans un podcast ou à l'occasion comme ça, s'il y a un truc qui est pourri, je vais en parler, je vais donner mon avis dessus, mais voilà, quoi. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, ça peut être délicat. Alors après, si c'est une arnaque avérée, je pense que tu prends pas trop de risques. Mais si Au c'est pas début, une arnaque, c'est juste que t'en es déçu. je Franch- voulais le faire, hein, mais c'est-à-dire que j'ai eu des menaces. Je te Ah, t'as promets eu que des menaces carrément, je te ouais. jure que c'est vrai, ouais, il y avait un truc, c'était c'était une énorme arnaque, et j'ai pas pu en parler parce qu'on m'a dit, si t'en parles, on va te démonter. Donc Ah voilà. ouais, C'est pour ça que ce que je fais, c'est que je parle d'un truc quand ça me plaît et quand c'est bien. ok, Ouais. Je yes. sais pas, c'était peut-être un peu trop personnel de dire ça, mais bon, voilà. Non, non, mais ça va. Maintenant tu le sais. Ah bah là, on est potentiellement des milliers à le Ouais, savoir maintenant. ouais, voilà. Mais vous le savez. Enfin, bon, t'as pas cité de nom, donc ça va. Non, Euh, j'aimerais bien, mais OK, et du coup, ouais, si on termine sur ton parcours, donc en parallèle, tu as été investisseur, hein, on en a parlé la dernière fois. Tu peux nous refaire un petit topo rapide de ton parcours d'investisseur? Alors, pas forcément du parcours complet, mais de quel est, enfin, tu as investi voilà, dans quoi tu as investi, ouais, quels bon, étaient investisseur, après, tes fonds immobiliers? c'est un bien gros mot, mais bon, c'est vrai de toute façon. Mais après, c'est juste le fait que je m'intéresse à faire des économies au quotidien, placer cet argent pour l'investir, parce que je suis arrivé à un moment. À la fin de mes études, j'avais quand même réussi à mettre 4 000 € de côté au fil de mes boulots et tout. Mmh. Et à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'en fais finalement de cet argent? Pourquoi j'ai 4 000 € sur un livret? Ça me sert à quoi? Autant que je le crame et que je m'achète une PS5, une voiture, j'en sais rien, tu vois. Enfin, une PS4 à l'époque. Et finalement, à tous les gens qui arrivent à ce niveau-là, à se dire, qu'est-ce que j'en fais de cet argent? À quoi ça sert de l'accumuler?
et qui sont tentés de tout cramer, j'ai envie de dire, c'est là qu'il faut quand même s'intéresser à l'investissement et c'est là qu'il faut garder à l'esprit que ça finira par servir de toute façon. Il ne faut pas cramer la thune comme ça finira par servir. On peut l'investir, commencer à ouvrir un PEA. Alors une assurance vie, bon ça dépend du profil, mais personnellement je suis pas fan. Mais donc il faut se définir des objectifs. Et moi, à 25 ans, je me suis dit bon, je vais arrêter d'être un gros galérien parce que honnêtement, je savais pas où j'allais et j'étais au RSA, donc voilà du RSA, la dépendance financière. Et fameux titre. je me suis dit, je vais être, j'ai envie, je sais pas, de faire, de me sortir, d'arrêter de galérer, donc de devenir rentier ou alors devenir millionnaire avant mes 30 ans. Alors voilà, ce n'est pas arrivé parce que c'est beaucoup d'argent, 1 million d'euros, hein, faut pas se mentir. Mais voilà, au moins je me suis mis un objectif, je me suis dit, bon, il faudrait que j'arrive à être rentier. Et ça non plus, c'est pas encore tout à fait le cas, même si je le construis petit à petit, parce que ça prend du temps. Mais en tout cas, c'est possible. Et je suis l'exemple même que c'est possible parce que je viens d'une famille où il n'y a rien, hein, tu vois. Moi, j'ai jamais eu d'héritage et j'en aurai jamais, ça c'est sûr et certain. Et donc, bah, il a fallu que je fasse tout seul et, et que j'apprenne à investir. Donc, la dernière fois, je t'ai cité le livre de Olivier Seban, Tout le monde mérite d'être Mmh. riche, qui m'a pas mal aidé à mettre des concepts en tête qui font peur de prime abord. Tu vois, il dit que pour s'enrichir, il faut la bourse, l'entrepreneuriat et c'est quoi le troisième déjà, je sais plus. L'immobilier, j'imagine? L'immobilier, voilà, qui sont les véhicules d'enrichissement. Quand tu dis ça et que tu es au RSA ou même que tu es au SMIC ou quoi, tu dis bon, ok, t'es bien gentil, Olivier, mais moi, tout ça, Ça c'est marche plus. très loin de moi. L'entrepreneuriat, ça me fait peur. La bourse, je connais pas, ça me fait peur. L'immobilier, j'ai rien pour acheter. Sauf qu'en fait, le simple fait de lire ça, que ce soit son livre à lui ou d'autres livres qui parlent de ça, comme Père riche, Père pauvre ou d'autres bouquins comme euh, ça permet quand même de te mettre un cadre dans ta tête et d'avoir un certain nombre de notions de l'investissement, de ce que tu dois faire, de ce qu'est la finance. Voilà, notamment, il va t'expliquer quelle est la différence entre des passifs et des actifs. Euh, Ça te met tout un tas de notions dans ta tête qu'il est bon d'avoir, même si tu vas pas t'en servir tout de suite. Voilà. Mmh. OK, et après du coup, tu eu là aujourd'hui, tu as acheté des biens immobiliers, c'est ça? Tu en as quelques-uns si je dis pas de Ouais, bêtises? ouais, ouais, ouais. Alors, en l'occurrence, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris un boulot, donc je savais pas quoi faire de ma vie. Je me suis pris un boulot dans un service client. Et je me suis dit, bon, le boulot, ma raison pour y aller, c'est pour pouvoir récupérer le maximum de thunes que je peux et investir et aussi utiliser le fait d'avoir un CDI pour emprunter de l'argent à la banque et acheter un appartement pour le louer. Donc moi, je suis toujours locataire, hein. Là, tu me vois ici, je suis en coloc même. Tu vois, je suis locataire de ma résidence principale, mais par contre, je suis propriétaire de 3 apparts que je loue et dont 2 ne sont pas encore remboursés, loin s'en faut. Et ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai eu mon CDI dans un service client, donc vraiment pas un boulot très glamour, tu vois, mais je me suis dit, c'est pas Mmh. grave. L'important, c'est d'avoir le CDI, comme ça, tu as une capacité d'emprunt. Tu peux aller à la banque pour emprunter, pour acheter un appartement, pour le louer. Et idéalement, le louer, bien sûr, plus cher que les mensualités de prêt. Ça, c'était plus facile il y a 5 ans quand je l'ai fait, mais maintenant, c'est beaucoup plus difficile avec l'inflation, tout ça. Mais c'est quand même pas impossible. Tu peux mettre de côté de l'argent, on va dire, tu mets de côté, je sais pas, 4 000, 5 000, 10 000, et tu te fais un petit apport pour acheter un petit appart suffisamment rentable, pas trop ambitieux, tu vois, t'es pas obligé de voir les choses en grand non plus, dans une ville rentable. Et en général, les villes rentables, même si il y a beaucoup d'exceptions et tout, c'est souvent les villes, en fait, c'est les villes où le loyer va être beaucoup plus élevé que la Le prix mensualité du d'achat, ouais. crédit. Voilà. Et en général, pour avoir un calcul grossier de ça, tu divises le prix de l'appart par 100. Donc si ton appart il coûte 30 000 et que tu peux le louer 300, déjà c'est très rentable. Enfin, déjà c'est très bien. Dans la pratique, c'est dur à trouver. Il faut viser des villes moyennes, moyennes à petites. Donc par exemple, Limoges, c'est un très bon exemple, c'est très rentable. Montluçon, qui est en plein centre de la France, c'est une ville qui est très bien pour ça. On a Perpignan aussi, mais alors Perpignan, faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'impayés de loyer. Mais bon, voilà. Donc je ne vais pas m'étaler plus sur l'immobilier, on pourrait en parler des heures. Mais en tout cas, c'est possible. Voilà, avec un peu de méthode, un peu de patience, c'est possible pour n'importe qui d'acheter un appartement pour le louer et d'enclencher la machine comme ça. Donc si tu as 10 000 euros,
vaut mieux pas les cramer dans une voiture qui va perdre de l'argent, tu vois? Tu te prends une bonne voiture d'occasion, moins chère et à côté de ça, tu économises de l'argent pour pouvoir investir dans l'immobilier après et quand tu seras à la retraite, tu auras un revenu supplémentaire. Yes. Alors, je reviens juste sur un truc sur l'immobilier. Tu as dit quand tu étais, que tu as profité de ton CDI pour emprunter et je Oui. pense que c'est une super idée, hein, pour ceux qui nous écoutent, qui sont encore en CDI, c'est une chance, on va dire, auprès des banques, hein, parce que vous cochez toutes les cases, enfin, vous cochez la case principale qui est revenu stable et c'est ce qu'on a avec un CDI et pour emprunter, il y a pas mieux, même si évidemment il y a d'autres critères à prendre en compte. Là aujourd'hui que tu es entrepreneur Mmh. et que tu dégages quand même un revenu, voilà, qui est stable, hein, alors Oui. évidemment il est variable, Alors oui, il est mais voilà, variable. ça fait quand même quelques années que tu fais ça. Aujourd'hui, est-ce que tu pourras encore emprunter avec ta situation? Heu, je sais pas. La banque, elle me connaît, elle me suit depuis un certain temps, donc elle voit que je suis pas un bolos, avec l'argent quand même. Elle voit que je sais ce que je fais, tu vois? Donc si ça se trouve, ça peut passer. Mais honnêtement, une banque qui me connaît pas, je pense que ma situation, elle est trop atypique. Mmh. C'est vrai qu'il faut avoir un CDI. Elle est et même en plus, ce qui est débile, hein, c'est que tu vas te prendre n'importe quel boulot, n'importe lequel. Tu vas bosser chez McDo, tu prends un CDI et tu y es depuis 3 mois, et ben c'est bon, tu peux emprunter. Alors que tu y es que depuis 3 mois et tu peux t'en aller directement, dès que tu as reçu l'argent de la banque, le prêt, tu peux t'en aller, démissionner. C'est pas grave. La banque, tout ce qui compte, c'est que tu aies un CDI au moment de demander l'argent. Donc c'est pas très logique. Aujourd'hui, donc la banquière te connaît, mais est-ce qu'elle te suivrait? Est-ce que te suivrait, si tu souhaiterais investir? Est-ce qu'avec en tant qu'auto-entrepreneur, aujourd'hui pour toi c'est possible d'emprunter? Je pense que ce serait plus compliqué parce que ma situation est atypique. En fait, voilà, quand tu as un CDI, il se pose pas la question, souvent, il voit pas plus loin que ça, donc tu peux très bien aller choper n'importe quel CDI. Tu vas chez McDo, tu prends un CDI, au bout de 3 mois, il est confirmé ton CDI et là, tu peux emprunter de l'argent et l'important, c'est d'obtenir le prêt et après tu démissionnes et en fait, la banque, elle s'en fiche, que tu aies plus de CDI, quoi, donc c'est bizarre. Il faut juste avoir un CDI au moment de demander. Moi, si j'y allais, comme ma situation est un peu différente, dès que tu es indépendant, auto-entrepreneur ou quoi, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que je pourrais, mais parce qu'ils me connaissent un peu, parce que mon dossier est sérieux, mais bon, ce Après serait plus tu compliqué, quand même de quoi. l'ancienneté sur le chiffre d'affaires que tu fais, tu quand même du recul. Je crois que de mémoire, ils prennent 3 ans de recul, donc je Ouais, ils pense que prennent sur 3 ans, 3 ouais. ans, ils devraient, Ouais, OK, ouais, mais mais bon, c'est une volonté de ta part de pas souhaiter enfin, aujourd'hui, tu cherches pas à réinvestir, quoi? non, aujourd'hui, je cherche pas à réinvestir sur l'immobilier parce que, bon, en fait, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ce que disent les youtubeurs, qui vont te dire, que tu vas devenir rentier en investissant dans l'immobilier, que c'est facile, faire de la colocation, tout ça et en fait, non, voilà, c'est loin d'être aussi facile que ça. Tu fais un appartement, c'est déjà bien. Tu vas voir, qu'il y a quand même tout un tas de choses complexes à gérer. Moi, j'en ai 3, c'est déjà pas mal, j'ai pas envie de faire plus. Mmh, OK, ouais, ça je Mais vois. après, Ouais, c'est c'est mon marrant, on avis, est hein. Pardon. ouais, mais c'est marrant parce qu'on est tous les 2 quand même dans la même, on a à peu près la même philosophie, tu vois? Moi pourtant je reçois, hein, des gens sur le podcast, hein, c'est des machines, hein, tu vois? Qui ont 20-30 apparts et qui gèrent tout et Oui, qui sont devenus libres et tout et moi je les respecte, mais à fond parce que moi je sais que je pourrais pas, tu vois? Parce que, bah, voilà, je sais qu'avec 3 je suis bien et je sais ouais. que alors déjà aujourd'hui je suis un peu plus c'est un peu plus compliqué pour être financé si je veux enchaîner mais je sais, voilà, je sais ce que c'est, je sais que ça demande beaucoup d'énergie, de temps, de stress et c'est ça aussi qui paye, tu vois? C'est pour ça que l'immobilier, ça peut être rentable, quand voilà, quand tu fais les entre guillemets «les choses bien», c'est-à-dire que tu prends un truc avec travaux, machin et que bon et que tu trouves la bonne affaire et tout. Ça demande énormément de temps, d'énergie et bon, moi pareil, je suis pas voilà, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas ce que je souhaite, même si je sais que c'est un super levier pour s'enrichir. Je pense qu'il faudrait que beaucoup de monde s'y mette, au moins pour démarrer, et au moins pour tester aussi. Parce que tant il y a des gens, bah, au bout d'un ou deux apparts, ils sont chauds, ils continuent et c'est leur truc, et tant mieux parce qu'ils iront beaucoup plus vite. Et tant, bah, il y aura des gens peut-être comme nous qui vont en faire un, deux et qui vont se dire, bon, c'est bien, mais ça suffit. Tu Ouais, vois? voilà. Mais si tu en fais un ou 2 déjà, c'est déjà beaucoup mieux que la plupart des gens, donc c'est Ah déjà bah, pas tu mal. fais mieux que 90% enfin, déjà tu constitues du patrimoine immobilier que 90% des gens en France n'ont pas, quoi. Oui, voilà, donc c'est déjà bien. Après voilà, si tu as la fibre, immobilier, que tu aimes bien ça, bah, vas-y continue. Mais bon, moi honnêtement, déjà j'ai pas maximisé ma capacité d'emprunt parce que c'est pas des gros apparts que j'ai pris, mais bon,
j'ai pas envie d'aller plus loin, quoi, parce que ça représente trop de stress, trop d'organisation, trop de travail. Et maintenant, si je me relance dans l'immobilier, ce que je ferais, c'est que je vais acheter des SCPI, donc Mmh. des sociétés de placement en commun en immobilier. Tu achètes une part de SCPI. On va dire, je sais pas, tu as 10 000 euros à placer, tu les places en SCPI. Tu as une société qui loue des locaux commerciaux à Carrefour, Auchan, je sais pas qui, tu vois, qui crée enfin, qui construit des appartements, qui les loue à des gens. Et en fait, ils gèrent tout. Toi, tu n'as strictement rien à faire. Toi, tu as juste à acheter une part de ça et tu reçois un petit loyer en échange. Alors oui, c'est moins rentable, mais par contre, tu n'as rien à faire. Tu n'as aucun stress. Bah, c'est moi j'aime bien mettre avoir une sorte de triptyque, tu vois, dans l'investissement qui est la rentabilité, le risque et l'énergie ou le temps passé, tu vois? Et je Mhm. trouve que la SCPI, c'est un combo vraiment parfait, en fait, pour l'immobilier en tout cas, parce que, bah, le rendement, certes, il est moins bien que si tu fais un immobilier physique et encore que si, suivant l'investissement que tu fais et où tu le fais, tu peux être moins rentable qu'un CPI, hein. Tu des Mhm. j'ai déjà vu des gens qui faisaient du 3-4 en immobilier physique en se faisant chier. Donc Bah ouais, là, les parce que les CPI, a CPI, ils priori, le la font mieux moyenne que toi, hein, c'est leur métier. mais c'est ça, les CPI, c'est quand même 4,5 en moyenne, hein. Alors tu vas avoir plus et moins, bien sûr, mais 4,5 pour vraiment rien faire, je trouve que ça va, tu vois? Je trouve que c'est quand même, correct, heu et puis voilà, ça peut vraiment être adapté pour quelqu'un qui a pas le temps, quoi. Qui veut faire de Ouais. l'immobilier, mais qui n'a pas le temps et c'est quand même et puis tu as plein de façons de faire de l'optimisation fiscale. Tu peux faire, de la nue propriété, de la pleine pro, tu peux faire enfin, il y a quand même plein de choses, qui Bah sont ouais, et puis possibles. surtout, tu peux emprunter pour acheter des CPI. Si tu fais ça auprès d'un conseiller en gestion de patrimoine, tu sais, tu peux emprunter de l'argent pour acheter des CPI, dans certains cas. Ouais, mais ça fait clairement partie des avantages de la SCPI, c'est que Ouais, tu peux faire, enfin, tu peux avoir cet effet de levier. Alors, on va pas se mentir, tu feras pas de cash flow positif en général, si tu empruntes, ouais, voilà, tu ouais. auras un effort d'épargne à faire, hein, c'est sûr, parce qu'à 4,5 tu feras pas de cash flow positif. Mais par contre, voilà, si tu as un effort d'épargne de 100 ou 200 balles, mais que tu sais que tu rien à gérer et que qu'au bout de 10 ans, bah, tu auras, 4,5 sur, ta part et puis les parts aussi qui se réévaluent, Mm. qui se valorisent. Voilà, ça peut être un bon compromis effectivement. C'est un très bon moyen de t'enrichir sur le long terme et de mettre de l'argent de côté sans trop y penser, quoi. C'est ça. Encore après, faut-il choisir les bonnes SCPI et pas se faire allumer par les frais d'entrée ou les frais de gestion, mais ça, c'est encore un Ouais, autre sujet. toujours pareil, ouais. C'est la raison pour laquelle je suis conseiller financier indépendant maintenant, justement, pour orienter vers les meilleurs, tu vois. Ouais. Du coup, je reviens un petit peu sur le sujet initial du podcast, parce que là, on a quand même bien parti dans l'immobilier. Est-ce que tu peux nous parler bah, d'astuces économie pour investir? Donc, je sais pas moi, si tu devais me sortir allez, un top 3 de, d'astuces d'économie pour, voilà, pour que ce soit des économies durables et efficaces pour vraiment augmenter ta capacité d'épargne. Bah alors, pour économiser au quotidien, déjà, il y a tout un tas d'astuces. En fait, s'il existait une astuce plus efficace que tout le reste, ce serait connu. Et donc, il n'y a pas une seule grosse astuce, tu vois. Mais il y a quand même des astuces qui sont pas très connues et qui sont quand même assez efficaces. Et moi, je suis pas mal en ce moment. Alors, en ce moment, je suis pas mal sur tout ce qui est faire des économies au supermarché. Euh, et déjà, je dis toujours allez faire vos courses chez Lidl et Aldi parce que c'est nos prises de tête, quoi. Il y a un UFC que choisir qui est sorti, attends, que je vais te sortir, hein, qu'on va pouvoir voir sur la vidéo, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai fait un article sur quel est le supermarché le moins cher. Et le Mhm. moins cher des supermarchés classiques, c'est Leclerc. Ok, Ça a été mesuré dans plusieurs études. Et le plus cher, c'est Casino. Sauf que Casino en drive, ils sont moins chers, ou alors au niveau de Leclerc. Mais Casino dans le d'accord. supermarché, c'est les plus chers. Donc va savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais Et ça on veut a... dire ils prennent plus de marge quand tu vas dans le supermarché, ça veut dire? Ouais, ouais, Que ouais. au drive? Ouais, c'est OK. abusé. C'est les plus chers en supermarché et c'est les moins chers en drive. Donc, D'accord. parce qu'ils veulent développer leur vente en ligne. Bon, bref, voilà. Et donc là, on a ce magazine que choisir que j'ai dans les mains actuellement, qui est le numéro de janvier 2023, qui dit que les hard discounts sont plus chers que la plupart des supermarchés sur les produits de marque de distributeur. Ce qui n'est pas forcément vrai. C'est très simpliste. En fait, bon, sur les grandes marques, ils sont moins chers. Pas beaucoup moins chers, mais ils sont moins chers. Mais après, que choisir? Ils ont comparé les marques de Lidl et Aldi aux marques premier prix
des supermarchés, pas aux marques de Mmh. distributeurs. Donc c'est-à-dire qu'ils ont D'accord. comparé la boîte de cassoulet Lidl à la boîte de cassoulet Carrefour Discount ou Pouce Auchan ou Top Budget Intermarché, tu vois? Mais pas Mmh. à la boîte de cassoulet de la marque Carrefour. C'est ça le truc, c'est D'accord. que chez Lidl, tu vas avoir plusieurs gammes. Non, pardon, chez Lidl, tu as que la marque Lidl ou la grande marque. Mais chez Mmh. Carrefour, tu vas avoir le cassoulet Carrefour Discount, le cassoulet Carrefour normal et le cassoulet William Saurin. Donc Mmh. le cassoulet Carrefour Discount, c'est vraiment c'est de la merde, tu vois? C'est le bas de gamme, c'est la plus basse qualité. Ce niveau de qualité-là, il n'existe pas chez Lidl. Lidl, ils ont juste le niveau Mmh. de qualité équivalent à Carrefour normal. Donc effectivement, si tu vas faire tes courses chez Carrefour que en achetant du discount ou alors chez Auchan en achetant que du pouce, bien sûr que ça va être moins cher que si tu faisais tes courses chez Et par Lidl contre, la ou Aldi. qualité, Ça, elle c'est est, vrai. vraiment dégradée. Mais la qualité sera dégradée. Donc moi, j'ai envie de dire, ce serait bien de comparer des pommes avec des pommes. Effectivement, oui, voilà, si tu es vraiment à la dèche, tu vas chez Auchan et t'achètes que des produits pouces, tu peux. C'est vrai. Mais bon, Mais si tu veux un il y a bon un certain rapport nombre de produits. qualité-prix, a priori, le rapport Oui. qualité-prix est plus int enfin, à qualité équivalente, Lidl, quand même, reste moins cher. Pour moi, oui, il est plus intéressant. Mais en fait, j'étais assez étonné parce que c'est un lecteur qui m'a mis en commentaire pour me dire: «Ah oui, c'est bizarre, vous dites ça, pourtant, que choisir, ils ont mesuré que c'était moins cher, que les hard discount n'étaient pas forcément les moins chers». Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai été lire le truc parce que j'étais un peu intrigué. Parce que moi, de mon expérience, il y a des produits bien précis que j'achète en marque distributeur chez Lidl et chez Carrefour, ils sont plus chers à chaque fois. Et et donc je me suis dit: «Mais c'est pas possible, comment ils ont fait?» Et effectivement, voilà, si tu veux faire des économies sur les produits vraiment de base sur lesquels il n'y a pas de différence de qualité, comme par exemple le sucre blanc, les yaourts nature, le café Arabica, ok, ça tu peux les acheter en marque pouce ou top budget, c'est bon. Mais après, il y a d'autres produits qui sont un peu plus spécifiques, soit qui n'existent pas en version discount, soit que tu veux d'un peu meilleure qualité, comme par exemple ton cassoulet premier prix, les saucisses elles vont faire la gueule, donc si tu achètes la marque Carrefour, ça va être un tout petit peu mieux, tu vois. Donc voilà. Je pense que le meilleur rapport qualité-prix, c'est Lidl ou Aldi. Mmh. Et que si tu veux vraiment faire le radin au maximum, effectivement, tu peux acheter les Carrefour Discount. Et même si tu vas chez Carrefour ou Auchan ou Casino, tu peux payer avec des chèques cadeaux. Et alors là, c'est encore une autre histoire dont je parle sur mon blog aussi. Récemment, j'ai fait un article sur Emrys, qui est, on m'a souvent demandé d'en parler de ce truc-là. Euh, Emrys, ou alors Emrys la carte, ça s'appelle, même s'il n'y a pas de carte physique, c'est une coopérative de consommateurs où, en gros, tu crées ton compte là-dessus. Il faut obligatoirement se faire parrainer, donc je propose un lien de parrainage sur mon blog pour ceux que ça intéresse. Et tu vas acheter des cartes cadeaux pour tout un tas de magasins et payer avec ces cartes cadeaux et gagner des points au passage. Et donc en fait, le principe c'est que au lieu de tout payer par carte bleue ou alors en liquide ou alors en chèque comme tu le fais tout le temps, et ça te rapporte rien. Là, toutes tes courses, tu vas acheter des cartes cadeaux pour les payer. Donc, que ce soit Airbnb, Fnac, Uber Eats, Carrefour, Auchan, Casino, comme j'ai dit, même Leclerc au travers de chèques cadeaux multi-enseignes, si tu veux. Euh, et donc tu vas accumuler des points sur cette plateforme-là, sur Emrys, et ces points, au bout d'un moment, ils te permettront d'acheter des cartes cadeaux gratuitement. Donc tu vois, D'accord. il y a plein de gens qui sont fans de ce système-là, mais ça demande quand même un peu de patience. Après, ça coûte pas, enfin si, ça coûte, il y a une cotisation, ça coûte 10 euros à l'année. Mais ça, à part ça, tu vois, ça te coûte pas grand-chose de le faire. Ce que tu fais, c'est que moi, ce que je fais personnellement, j'achète des cartes cadeaux Carrefour, genre 200 euros, tu vois. Et comme ça, à chaque fois que je vais à la caisse à Carrefour, je sors ma carte cadeau, mon code barre qui est sur mon portable, je scanne, je fais paiement par carte cadeau, je scanne et ça déduit de la carte cadeau, tu vois. Et comme ça, j'accumule des points sur cette plateforme. Donc voilà, c'est une piste à creuser, c'est assez intéressant et puis c'est cumulable avec tout le reste en fait, c'est cumulable avec les promos. Voilà. Il y a D'accord, aussi, OK. il y a aussi tu peux aussi acheter des cartes cadeaux sur des sites de cashback comme eBay Club ou iGral qui proposent ça. Donc voilà, donc c'est-à-dire quand tu vas faire tes courses chez Carrefour, tu peux toujours gratter un peu plus de thunes en jouant sur le moyen de paiement comme ça. OK. Et donc ça, pour le supermarché, tu aurais d'autres astuces cool, en plus, des Euh, réflexes à avoir ou des,
Ouais, alors ce qui peut se cumuler encore avec ce que je viens de dire, c'est d'avoir une carte bleue Binance. Mais bon, ça, c'est encore un peu plus compliqué. C'est un Ouais. truc de. Ouais, Je suis pas sûr que ma communauté soit ultra à l'aise avec ça, mais on peut parce que moi j'en ai une, hein, de carte bleue Binance, mais ouais. j'en parle pas volontairement parce que, Bah, bah, il c'est. faut être quand même un peu crypto friendly, quoi. Ouais, voilà, c'est juste, franchement, c'est si vous êtes technophile, crypto-monnaie, tout ça, voilà, Binance, tu peux avoir une carte bleue qui te rapporte du cashback en crypto-monnaie sur tout ce que tu payes. Mais bon, c'est vrai que je vais pas en parler beaucoup plus parce que c'est quand même technique, c'est controversé, c'est tout ce que tu veux. Bon, j'ai Mais envie de moi, dire je le fais, surtout, c'est personnellement. j'ai envie de dire que si que les cryptos, tu en as jamais entendu parler, que ça te fait peur et tout, enfin, Ouais, j'ai envie de dire, ne va pas creuser, mais si voilà. tu as déjà acheté des cryptos, que ça t'intéresse, tu y crois et que voilà, c'est un écosystème qui t'intéresse, clairement avoir une carte, alors il y en a plein, il y a Binance, il y a crypto.com, il y en a plein. Bon, moi Mmh, pareil, je suis repassé sur Binance et en mmh, gros, hein, tu fais des achats, c'est une carte bleue classique, une Visa où tu peux payer tout en euros, hein, je précise, c'est pas en crypto-monnaie, mmh, tu payes en euros et tu as du cashback en fait sur une crypto-monnaie qui est la crypto-monnaie de Binance, qui est le BNB. Et voilà. c'est voilà, donc tu peux avoir Après, tu peux le 2% sur convertir en bitcoin ou tu peux le convertir en euros, comme tu veux. ouais, donc c'est ce qui est bien, c'est que enfin moi ce que je trouve bien en fait avec cette carte, contrairement à la plupart des sites de cashback, c'est que tu es pas limité sur les types d'achats. Parce que la plupart des sites de cashback, souvent c'est sur tel site ou c'est tel produit. Là, c'est Mmh. tout quoi. Mais c'est cumulable aussi, c'est bien pour ça que je te dis que, tes Mmh. cartes cadeaux, Carrefour que tu vas acheter sur, Emrys ou alors sur eBay Club, tu vas récupérer du cashback dessus ou des avantages fidélité, mais tu l'auras aussi payé avec ta carte Binance, donc tu es doublement gagnant. Après, chez Carrefour, il existe, oui, c'est vrai que tu peux payer avec ta carte Pass. Tu peux avoir une carte Pass et gagner des avantages fidélité plus importants que si tu avais juste une carte de fidélité. Et bon, après, j'ai envie de dire aussi, sur les cartes de fidélité, bien évidemment qu'il faut toutes les avoir. C'est obligatoire. Chez Carrefour, tu as souvent des super promos. Une fois, j'avais fait un TikTok sur de la lessive qui était à moins 70%. Et pour tout ce qui est des produits non périssables, comme ça, moi personnellement, dès que je vois une promo comme ça, je prends le maximum, hein. La lessive, j'en ai pris pour un an chez Carrefour, parce que c'était 75% remboursé sur la carte de fidélité. Donc ça, faut être un peu à l'affût, faut savoir anticiper. Tu as les produits qui périment le jour même dans le supermarché. Donc moi, par exemple, la viande, je fais toujours ça, hein. Dès que je vois de la viande à moins 50% qui périme le jour même, je l'achète et je la mets au congélateur. Donc comme ça, j'ai toujours de la viande à moitié prix, tu vois, ce qui coûte Mmh. vraiment cher. Ouais, c'est une astuce bête, mais moi pareil, hein, que j'ai souvent fait aussi et tu stockes les ventes comme ça et puis bon, puis j'ai jamais été Bah, malade en plus. non, voilà, ouais, ouais, voilà, non, mais c'est Parce qu'il faut quand même faire après, attention. ouais, si, il faut faire attention, c'est sûr, mais bon, c'est quand même une bonne idée. Après, tu as ceux qui font du batch cooking aussi, c'est-à-dire que le dimanche, tu vas te motiver et tu vas faire des gros plats pour toute la semaine. Enfin, non, pardon, tu vas faire un gros plat en grande quantité, tu vas le diviser ensuite en parts, en une dizaine de parts que tu vas mettre dans des petits tupperwares au congélateur et donc tu vas cuisiner une bonne fois pour toutes pour ensuite avoir plein de repas faits maison au congélateur. C'est mon astuce préférée ça. Alors Ouais. j'arrive pas à le faire tous les dimanches, mais mais moi ça fait gagner tellement de temps et d'argent même, c'est Et même, t'es pas impressionnant. obligé de le faire tous les dimanches, c'est juste que Ouais, quand le tu as le jour où temps, tu quoi. fais un plat, Mmh. bah, t'en fais juste plus, t'en fais plus et puis Déjà, ensuite ouais, tu le mets au enfin, moi, congélateur. je te cache pas que c'est une technique de base, hein, avec ma femme, Ouais, hein, quand on cuisine, au lieu de cuisiner pour 2, on cuisine pour 4. Déjà de base. bah Comme voilà, ça, ouais. tu as déjà un autre plat qui est fait et enfin, tu as déjà un autre repas et puis bon, voilà, ça fait C'est toujours gagner super du temps facile. et de l'argent, Moi, quoi. ce que je faisais quand je travaillais au bureau, en fait, bah, je faisais ça et puis je me ramenais mon plat à moi, ma gamelle à moi, parce que je voulais pas trop aller à la cantine. La cantine, c'était quoi? C'était 3 euros, 5 euros même. Franchement, ça fait cher, quoi. Quand tu te fais tes plats à toi, tu peux manger le midi pour 1 euro, 2 euros, ça dépend ce que tu manges. Mais si tu Mmh. dépenses 5 euros tous les jours pour aller à la cantine, ça fait beaucoup à la fin du mois. Ouais et du coup, là, bon, on a fait pas mal le tour, là, sur en gros, la bouffe. Si tu d'autres, tu d'autres, astuces un peu, sur une autre thématique qui vraiment a de gros impacts sur tes économies ou pareil sur ça peut être des habitudes à prendre ou sur une astuce en particulier? Tu pas mal la voiture aussi. J'ai appris il y a quelque temps que la voiture, que de rouler à 110 au lieu de 130 sur l'autoroute, ça te fait économiser 25%. Alors 20-25% de carburant et même jusqu'à 50% si tu roules en électrique. Donc ça vaut vraiment le coup de rouler à 110 plutôt qu'à 130, quoi. Ça, c'est clair. Ouais, une habitude aussi à prendre, mais qui qui a un impact, quoi, sur le long terme. Tu Ouais.
Et tu déjà entendu parler du kit bioéthanol? Oui, 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 oh là là, j'en ai entendu parler, mais je peux t'en parler longuement, ça aussi, parce que je me suis fait avoir avec ça personnellement, donc Ah merde, OK. ouais, ouais. Mais alors, en vrai, c'est une bonne astuce, ça marche bien. C'est juste J'allais te que dire, moi j'ai fait un épisode pour le promouvoir parce que je l'ai testé aussi. ouais, c'est Et juste moi qu'il j'en faut suis le faire content, moi. correctement. Ouais, ouais, Ouais. bah, Ah, tu l'as c'est pas juste fait que par un garagiste agréé? ouais, ouais, non, j'ai pas eu de chance, je suis tombé sur un escroc, Ah c'est merde. tout. J'ai pas eu de chance, voilà, donc il faut vraiment bien te renseigner, aller chez un garagiste agréé qui sait ce qu'il fait et qui va te dire, oui ou non, est-ce que ta voiture C'est compatible. est compatible pour ça? Parce que la mienne, c'était une voiture essence. Le gars, il m'a dit: «Ouais, ouais, je te fais ça». Il me l'a reprogrammée. Déjà, la reprogrammation, c'est pas légal, premièrement. Il y en a qui m'ont dit que c'était légal, des garagistes, non, ce n'est pas légal. Tu as pas le droit de rouler avec une voiture qui a été reprogrammée. Même si ça marche bien, même si c'est la meilleure solution technique, au niveau de la loi, si jamais tu as un accident grave ou quoi, tu es un peu dans la merde. Donc il faut, mettre un kit éthanol. Voilà, c'est le truc Ouais, qu'il c'est faut un faire. boîtier quoi, c'est le boîtier, C'est le kit boîtier. bioéthanol, ouais. Mmh. Moi, je l'avais reprogrammé. Le gars, c'était un escroc. Il m'a fait ça très mal. Et du coup, j'ai cassé mon moteur et il a fallu que je paye 2 000 € de réparation Waouh! pour changer le moteur de ma voiture. Et maintenant, je ne roule plus à l'éthanol. Mais voilà, c'est pas parce que moi j'ai fait cette erreur-là qu'il ne faut Mmh. pas le faire. En vrai, l'éthanol, si c'est bien fait, si ta voiture est compatible et que tu mets un kit éthanol, ça marche bien. C'est amorti en un an et tu dépenses 2 fois moins de carburant, quoi. Donc c'est un truc que je conseille, quand même. Ouais, bah, je vous invite à écouter l'épisode 82 qui s'appelle «J'ai divisé mon budget carburant par 2» où Voilà. j'explique tout. Ouais, Et je précise que j'ai mis un kit bioéthanol et que la première démarche à faire, c'est de vérifier, que le garagiste est agréé et qu'on fait pas une reprogrammation, mais bien une pose de kit, ouais. ouais. Mais bon, bah, je suis désolé pour toi Marc, hein, pour cette sale Non, non, pas de expérience. souci, pas de souci. C'est Bah, tu pas c'est eu de chance, quoi. ouais, bah, c'est une sale expérience, c'est sûr, mais bon, bah, tant pis. Au moins j'ai appris et la leçon à tirer de ça, c'est qu'il faut bien se renseigner avant de faire quoi que ce soit. Yes. OK, bon, du coup, on a parlé d'économies, qui peuvent être massives. Est-ce que tu peux me dire maintenant comment transformer ça en investissement? Alors, on va pas parler de conseils Ouais, financiers, hein, mais plus enfin, tu vois, on avait parlé en off de la règle des 10. ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Qu'est-ce que Ouais, c'est? ça fait partie de ces trucs, que tu vois passer un peu sur les réseaux sociaux et tu te dis: «Bon, c'est nul», et en fait non, c'est vraiment bien. C'est juste, utiliser tes biais psychologiques, à ton avantage. Et la règle des 10, ça consiste à dire: «OK, je vais mettre 10 de mon revenu de côté tous les mois, quoi qu'il arrive, et je vais me payer en premier. Donc c'est-à-dire que dès que mon salaire arrive, je mets 10 de côté. 1 chose, le 1 du mois, je le fais. Parce que ce que font la plupart des gens, instinctivement, ça va être, dire: «OK, j'ai mon salaire, à la fin du mois, je vais voir, je vais essayer de garder 10 et puis je vais les mettre de côté s'il en reste». Sauf qu'en fait, il en reste jamais. Parce que quand tu vois sur ton compte qu'il reste, tant, tu es Ouais, tenté de tu veux les dire: «J'ai dépenser. j'ai de la marge». Ouais, tu dis: «J'ai de la marge, je vais les dépenser», et puis après en fait, c'est comme quand tu arrives en retard quelque part, tu dis: «Oh ça va, il est -5, c'est bon, j'ai encore le temps», et puis après tu arrives en retard, quoi. Donc en fait, là, l'astuce, c'est de te dire, tu mets directement l'argent de côté, donc tu mets 10, 5, même 1 ou 2 si jamais vraiment tu es à la dèche et tu peux pas mettre plus que ça, OK, et après, tu vas t'ajuster automatiquement, en fait. À la fin du mois, tu vas être à découvert, mais tu vas t'ajuster automatiquement. Et idéalement, il faut envoyer ça sur un compte séparé. Tu ouvres un compte dans une autre banque et comme ça, c'est loin des yeux, loin du cœur et tu y penses pas. OK. C'est marrant parce que dans la règle 10, alors, c'est quotidien, je la connais très bien. Moi, c'est celle que que j'explique la plupart du temps au coaching, hein, de faire l'épargne automatique, machin, que ça soit comme une facture, que tu te fais à toi-même, tout ça. Heu mais j'avais vu une autre signification de cette règle des 10. Je sais pas si tu l'as vu aussi? C'était plus axé investissement et en gros, la règle, c'était d'imaginer enfin, de partir du principe que tu peux arriver à faire 10 de rendement entre guillemets «sans trop de problèmes», alors que dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, hein. 10 ça veut dire qu'il y a beaucoup de risques, hein, selon moi, mais pour d'autres, a priori, non. Mais pour moi, 10 on s'approche de la limite à pas dépasser, quoi. Mmh. Mais si tu pars du principe que, bah, par exemple, la bourse, ça fait 10 depuis 150 ans, un lycée sur l'année, machin, et que tu peux théoriquement faire travailler ton argent à 10, la règle, elle dit que, ben, en gros, chaque euro que tu vas économiser, tu peux le faire travailler à 10. Et ça te donne une motivation supplémentaire, en fait, pour épargner, tu vois? Est-ce que Ouais, tu avais déjà d'accord. entendu parler de cette règle? Non, j'avais pas entendu parler, mais j'aime bien la logique.
Alors voilà, les 10 de rendement, comme je dis, hein, attention, hein, c'est pour moi, ça reste du très risqué, clairement. Mais après voilà, je pense qu'avec, même 5, tu vois? 5, je pense qu'on est quand même sur des placements beaucoup moins risqués et beaucoup plus, enfin, avec un risque beaucoup plus maîtrisé, en tout cas. Et tu te dis: «Bon, ben voilà, je sais pas moi, au lieu d'acheter ce truc de 100 €, je l'achète 100 €. Bon, bah, les 100 € d'écart, bah, je les fais travailler à 5, bah, ça me fait 5 € par an de revenus passifs». Voilà, tu vois? Et je trouve cette règle intéressante Mmh. parce que dès que tu commences à penser ça, tu as une raison en fait d'économiser. Tu dis: «Bah, en fait, tain, ouais, si j'économise, 300 € sur cet achat, à 5, ça me fait, voilà, 15 € par an passifs, et cumulé avec, bah, voilà, toutes les Bah, économies c'est potentielles que tu fais, c'est ça te fait exactement ce que je me dis moi, hein, c'est ça qui me motive à mettre de l'argent de côté et à éviter de trop dépenser. Alors après, faut pas que ça se ressente sur tes relations sociales parce que c'est quand même très important. Pourquoi tu économises de l'argent? C'est pour être plus sécurisé, pour être plus heureux, dans l'espoir d'être plus heureux au final, tu vois? Et si finalement ça se fait aux dépens de tes relations sociales, ça sert à rien. Donc même si mon blog s'appelle Radin Malin, tu vois? Quand je suis avec mes potes ou quoi, je paye un coup à boire, Tu te fais je paye. taquiner un petit peu, non? J'imagine. Ouais, ouais, je me fais taquiner forcément, en fait, ce qui est marrant, c'est que souvent les gens qui disent, qui m'accusent d'être radin, c'est eux qui sont des grosses pinces, tu vois? C'est juste qu'ils ont pas un site qui s'appelle Radin Malin, mais bon Toi, après tu l'as voilà, assumé, quoi, c'est bon. c'est ouais, c'est de bonne guerre, mais bon, j'essaye justement de ne pas être, une pince et de ne pas rechigner à payer, quand il faut payer Mmh. parce que voilà, l'amitié, les relations, les bonnes relations avec les gens, c'est quand même très important Ah bah, oui, et oui, heu c'est mais j'ai d'accord. quand même cette motivation de me dire à chaque fois, alors quand moi je suis tout seul avec moi-même, il y a pas de souci, hein, je suis une grosse pince et et je me dis, «Bon alors, je vais aller, tiens tu vois, je suis allé au McDo récemment là et maintenant au McDo je prends plus que des Happy Meal, honnêtement, hein, parce que je me prends un Happy Meal avec un petit wrap à côté parce que franchement c'est devenu tellement cher le McDo. Déjà j'y vais pas trop de toute façon, mais quand ça m'arrive d'y aller, genre la dernière fois j'étais obligé, voilà, je suis passé par McDo, bon, bah, voilà et je me suis pris un Happy Meal parce que c'est le meilleur rapport, calories-prix, quoi et je me suis dit, Mmh. je me dis: «Bon, là, le Happy Meal plus le petit wrap, j'en ai pour, j'en ai pour 6,50 €, alors que si je prends un menu, je vais en avoir pour, 9-10 € presque», tu sais? Et Mmh. ça fait quoi? Ça fait 4 € de plus qui pourront être investis sur des ETF ou qui pourront être investis, qui pourront me donner une liberté financière plus rapidement, quoi. C'est pas compliqué, hein. Ouais, mais c'est ça, tu vois? C'est là où j'ai vraiment envie de faire le lien dans cet épisode entre l'économie et l'investissement parce que, Ouais. voilà, alors oui, il faut aussi se faire plaisir, on est d'accord. Enfin, je suis quand même partisan, moi, de voilà, de pas faire, la pince sur tout, de se faire plaisir, de profiter de la vie, tout ça. Mais sur certains choix, enfin, certains choix de dépenses, quand tu hésites un petit peu à te dire: «Bon, OK, qu'est-ce que ça m'apportera cette épargne?» Alors bien évidemment, dans le cas où tu as de l'épargne de précaution, que tu as pas de dettes et compagnie, parce que dans ce cas-là, c'est encore autre chose, hein. Tu peux aussi te motiver à te dire: «Bah, voilà, j'épargne pour solder mes dettes et être serein financièrement». Mais quand tu es dans cette démarche d'investissement et de liberté financière, tu dis: «Bon, ben voilà, chaque, dizaine, centaine d'euros économisés, placés à 5, 6, 7 enfin bref, après tes connaissances et ton profil de risque, bah, ça te rapportera tant de revenus passifs, annuellement, et qui se cumulent et qui font qu'au bout d'un moment, tu pourras atteindre cette liberté financière». Et voilà, je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est un bon moyen, tu vois, de se motiver. Mais après, on a souvent le cliché du gars qui se restreint, du gros radin et tout, mais moi, j'ai un peu la vision inverse. Tu sais, je connais, enfin, j'ai quelques personnes dans mon entourage qui sont vraiment dans la surconsommation, et moi, je vois ça, je fais oh là là, ça me choque limite, qui ont toujours bon, alors, le cliché, c'est toujours le nouvel iPhone, ok, bon, mais toujours Toujours tu plus. vois, des AirPods, bon alors, peut-être mauvais exemple parce qu'on m'en a offert à Noël des AirPods, mais moi, jamais de la vie je m'achèterais des AirPods Pro, j'en ai rien à foutre, c'est un truc, ce sera bientôt obsolète, c'est encore un truc avec, trop compliqué, trop cher. Moi, mes écouteurs, tu as vu ce que j'ai là, c'est des écouteurs, Apple en plus, hein, mais qui coûtent, 15 € parce que c'est les AirPods, de base, à fil et j'ai pas besoin de plus que ça, quoi. J'ai pas besoin j'ai pas d'iPad, j'ai pas besoin d'avoir un iPad, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Heu, j'ai un ordinateur, hein, pour regarder les films, j'ai mon ordi portable. Si j'avais pas d'ordi portable, OK, j'aurais un iPad, mais ça sert à rien d'avoir les 2. Ça Mmh. sert à rien d'avoir une smartwatch, ça sert à rien de s'encombrer comme ça de trucs, tu vois? J'aime bien être quand même dans c'est mon côté Marie Kondo, quoi. J'aime bien être dans la simplicité, j'aime bien qu'il y ait un appareil pour une utilité et pas acheter tout le temps des nouveaux trucs qui vont coûter cher, qui vont vite se casser,
Voilà, j'ai une Switch par exemple, et j'ai gagné une Switch OLED la dernière fois à une loterie en ligne. Mais je l'ai revendue direct parce que je m'en fous, j'ai déjà une Switch, donc ça sert à quoi d'avoir deux Bah, Switch? Tu vois, mais c'est pas évident pour tout le monde, hein. Je connais des gens qui sont pas comme ça. Mais ça va plus loin que ça aussi parce que il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est les capsules de café. Ça coûte un bras. C'est vraiment une dépense cachée qui, tu vois, tu vas avoir une cafetière Nespresso. En plus, maintenant, ils font leur pub à la télé. N'oubliez pas de recycler. Mais moi, j'ai envie de dire, n'oubliez pas que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, parce que le recycler, voilà, ça demande des capsules. Il faut les fabriquer, mmh. il faut fondre le métal, il faut les conditionner. Ensuite, il faut les trier. Et on sait très bien que la moitié des gens en France trient leurs déchets, hein. C'est ce qu'ils disaient l'autre fois à la télé. On est passé à la moitié des déchets sont triés. Tu sais, ils présentaient ça comme un truc positif. Moi, je me dis, putain, on en est encore là, quoi. Il y a la moitié des gens qui trient pas leurs déchets, qui en ont rien à cirer. Donc, déjà, tes capsules, elles seront pas recyclées. Quand elles seront recyclées, ça va demander de l'énergie à être recyclée. C'est absurde, c'est absurde. Utiliser des capsules de café, c'est absurde. Écologiquement, et c'est absurde parce que le café, il coûte 4 fois plus cher au kilo. Et ça aussi, j'en parle sur mon blog. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une cafetière. Alors, avant, j'avais une cafetière à percolateur, donc comme une Nespresso, tu vois, sauf que tu mets ton café moulu dedans. Au pire, si tu as une Nespresso ou une Senseo, tu veux continuer à utiliser, tu peux acheter des dosettes réutilisables. Donc, c'est une dosette en plastique où tu vas mettre le café que tu veux dedans moulu. Et comme ça, tu auras ton café en capsule, ta machine en capsule si tu veux. Mais voilà, ça te coûtera 4 fois moins cher à l'utilisation. Et c'est le même business model que les cartouches d'imprimante, hein. La cafetière, elle n'est pas très chère, mais par contre, après, les Ouais, capsules, elles coûtent c'est le cher. consomable quoi que tu payes, Tu payes le consommable. Et donc, si tu repasses sur une cafetière plus simple, moi je suis passé même encore plus simple que ça, j'ai une cafetière à piston maintenant. Donc, tu mets juste le café moulu dedans, tu mets de l'eau bouillante et tu as ton café et c'est terminé. Ou alors si tu prends une capsule réutilisable, comme je t'ai dit, donc tu vas payer ton café 4 fois moins cher au kilo. Et ça va te faire économiser quoi, 10 balles, 15 balles, 20 balles peut-être par mois. C'est pas énormissime, tu vas me dire, mais ça demande aucun effort. Et moi, c'est ça que j'adore. C'est les astuces qui demandent aucun effort et qui te font économiser par-ci par-là. Et OK. ensuite, cet argent-là, tu pourras l'investir. Ouais. Alors c'est vrai que je me rappelle pour la capsule, tu en avais parlé dans le dernier épisode, je me sens assez concerné parce que je suis pas exemplaire là-dessus. Il faudrait je vais réfléchir à tout ça parce qu'après, je vais te poser une autre question, mais niveau du goût, tu vois? Enfin, tu vois, il y a la raison pour laquelle je pense les gens aussi utilisent des capsules, c'est que c'est peut-être meilleur, tu vois? Je sais Moi, je pas. pense que la vraie raison, c'est parce qu'on se laisse enfumer par le marketing de Nespresso. Mais au niveau du goût, je reconnais que le café Nespresso, il est très très bon. Mais sauf qu'en fait, c'est exactement le même café que celui que j'avais dans ma machine à percolateur. Celle qui était comme une Nespresso, c'est de DeLonghi, la marque, pour ne pas la citer. Mmh. Mais c'est une machine, tu sais, c'est un peu comme dans un bar, quoi. T'as la manette, là, tu mets le café moulu dedans, et c'est une machine à percolateur. C'est comme une Nespresso, mais ça fonctionne pas avec des capsules. Le café est tout aussi bon. C'est la même qualité et c'est le même fonctionnement. Ou alors, sinon, tu prends une capsule réutilisable et tu remets du café dedans à chaque fois. Et tu vas voir que c'est tout aussi bon que des capsules jetables, hein, il n'y a pas de souci. Mmh. Merci pour l'astuce de la capsule réutilisable, tu vois? Je connaissais pas. Donc, pour tous ceux qui Ouais. boivent du café, encapsulé, notez bien. Tous ceux qui veulent Astuce garder leur économique et machine écologique. Nespresso, ouais, voilà. Ouais. T'es pas obligé de changer Yes. de machine. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que je t'avoue, je l'ai acheté il y a pas longtemps et ça m'emmerderait un peu de la rechanger. Ouais, tu m'étonnes. Yes, OK, bah, je te propose pour terminer, est-ce qu'on peut parler peut-être un petit peu plus d'investissement? Tu vois? On parle sur ce côté, donc économiser, donc cette règle des 10 pour essayer de l'investir. Toi, alors, toujours pareil, on va pas te donner de conseils, hein, dans cet épisode, mais toi, à titre perso, dès que tu as un surplus d'épargne, c'est dans quoi tu l'investis? Vu qu'a priori tu fais pas d'immobilier, comment toi tu l'investis? De quelle manière? Ou enfin, quelle est ta stratégie globale, tu vois? Là, je suis en train de changer en ce moment. Jusqu'ici, j'investissais pas mal en bourse. Et sur les crypto-monnaies aussi, j'ai mis quelques billes. Euh, j'ai un PEA. Je pense que c'est une très bonne chose d'avoir un PEA, donc plan d'épargne en action. Vraiment, en fait, pour celui qui veut pas se prendre la tête du tout, t'ouvres un PEA et dessus, tu achètes des ETF. Alors, je sais pas si je vous ai perdu ou quoi, mais en gros, bon, Non, on en parle souvent sur le podcast. Je pense que si les gens suivent, ils doivent connaître.
OK. Donc PEA, plan d'épargne en actions, tu peux acheter des actions dessus, françaises ou européennes, mais tu peux aussi acheter des ETF, donc des parts de fonds de placement, qui eux vont investir sur des actions dans le monde entier. Donc tu achètes un ETF monde sur ton PEA et tu vas gagner un rendement annualisé de, je sais plus, je sais pas, 5%, 8% peut-être sur les 50 dernières années. Tu sais. Bon, après, ça dépend des années. Mais si tu veux pas te prendre la tête, tu mets un petit peu sur ton PEA tout le temps. Si t'as pas d'action préférée en particulier, tu achètes des ETF. Et sinon, moi, ce que je fais, ben là, en ce moment, je suis en train de voir aussi pour acheter des SCPI, justement. Alors, c'est moins rentable, ok, mais c'est pour me sécuriser un petit peu. OK, et tu prévois de le faire de quelle manière? Plutôt sur une assurance vie, en direct? Les Heu, 2. plut Plutôt en direct et je fais appel à un conseiller en gestion de patrimoine pour ça et c'est plutôt pas mal parce que c'est gratuit. En fait, lui, il se fait sa commission sur la SCPI qu'il va te vendre. Alors, je lui fais confiance, j'espère d'ailleurs, je suis passé dans son podcast, il fait aussi un podcast, si tu me permets de le citer. Il Vas-y, s'appelle, cite les concurrents, je t'en prie. ouais, bon, OK. Non, non, mais je rigole, ça me dérange pas, hein. Ouais, le podcast, c'est Chasseur de rêves. Il s'appelle Alexis OK. Castro. Il habite à Toulouse aussi. Et il est très sympa. Et du coup, j'ai fait appel à lui comme conseiller en gestion de patrimoine. Et donc, il m'a expliqué effectivement SCPI en nue propriété. Ça, je savais pas que ça existait. C'est encore autre chose, mais tu Mmh. pourrais faire tout un épisode de podcast là-dessus. Ouais, Donc, je il y a plein prévois de solutions d'inviter quelqu'un intéressantes. là-dessus, c'est ouais. Il y a plein de solutions intéressantes. Et là, par exemple, en l'occurrence, mon épargne en ce moment, je vais la diriger là-dessus pour, disons, pour mettre un pied dans les SCPI et commencer à me construire ma retraite de cette façon-là. OK. Bah, écoute, merci beaucoup Marc pour tout cette valeur que tu nous as apportée, à la fois en économie et un petit peu en investissement. Merci à toi, Hem, Thomas. Est-ce que pour terminer, tu peux nous recommander un bouquin? Un truc, bon, tu en as parlé d'un au début, hein, ça peut être celui-là. Je sais pas si tu veux un peu développer sur celui-là ou si tu en avais un Ouais, autre, que tu aimerais recommander à l'audience? c'est vrai. Bah, j'ai envie de recommander des livres de. Je suis très philosophie stoïcienne, j'aime beaucoup, tu vois. Mmh. Donc j'ai envie de te dire Marc Aurèle, c'est toujours très bien, c'est des grands classiques, les pensées de Marc Aurèle. Mais sinon, t'en as un qui s'appelle. Mince, j'ai plus le titre. Excuse-moi, je n'ai plus le titre. Bon, on va rester, c'est pas grave, on va rester sur Marc Aurèle. Euh, et toute cette philosophie stoïcienne qui consiste à dire que si quelque chose qui t'arrive n'est pas dans ton contrôle, ça sert à rien de te laisser affecter il vaut mieux accepter la situation telle qu'elle est plutôt que de vouloir essayer de la contrôler. OK, c'est noté, je méditerai là-dessus. Voilà. Bah, écoute Marc, merci beaucoup. Peut-être tu veux dire un mot aussi sur tout bon, tu l'as cité plusieurs fois, mais où c'est qu'on peut te retrouver, si Oui, on veut ben oui, suivre un oui. petit peu ton contenu? Mon blog s'appelle Radin Malin, donc radinmalinblog.com, et je suis sur Instagram, je suis sur YouTube, je suis sur Facebook, Twitter, voilà. Je suis à peu près partout, Partout, même mais sur surtout sur le TikTok. blog, hein. Je fais un article par semaine, c'est un peu le cœur du. Moi, je préfère écrire mes articles. C'est le cœur de ce que je fais, quoi. C'est le cœur du contenu. Yes. Bah, écoute, Marc, merci beaucoup. Merci à toi, Puis je te Thomas, c'est toujours dis, un plaisir. bah, toujours pareil et puis peut-être à bientôt pour un épisode 3, qui sait? Merci. Allez, ciao.